L'armée italienne se renforce considérablement en se dotant de forces aériennes modernes. En Méditerranée, Mussolini lance une armada plus importante que les flottes françaises et anglaises réunies. Lorsque survient la Grande Dépression, l'Italie est à son apogée, d'autant que Mussolini inspire d'autres dictateurs. Pour Adolf Hitler, le système fasciste est un modèle dont la force contraste avec la faiblesse chronique des démocraties comme la France et la Grande-Bretagne. Mais Mussolini ne se contente pas d'être idolâtré par les foules. Il rêve de rebâtir l'Empire romain. Il a déjà choisi la première étape de cette grande conquête, c'est l'Abyssinie, l'Éthiopie actuelle. L'Italie possède des colonies adossées à sa frontière, en Érythrée et en Somalie. En décembre 1934, les troupes italiennes provoquent un accrochage avec l'armée d'Abyssinie. L'incident se déroule à l'oasis d'Ogaden, en territoire abyssinien. Pourtant, Mussolini, après avoir expédié des renforts en Érythrée et en Somalie, réclame des réparations. L'empereur d'Abyssinie, Haïlé Sélassié, en appelle à la Société des Nations. C'est le test suprême, le cas de figure parfait. Un petit pays est injustement attaqué par une grande puissance, membre de la Société des Nations. L'idéal qui a présidé à la création de cette institution exige une réaction. Mais rien ne se passe. Le ministre des Affaires étrangères britannique, Anthony Eden, propose sa médiation pour rédiger un traité de paix dont Mussolini n'a que faire. À la fin du mois d'octobre 1935, l'armée italienne franchit les frontières de l'Érythrée et de la Somalie. Que peuvent les maigres forces de l'Abyssinie face à une armée puissante, disciplinée et équipée de chars d'assaut et d'artillerie? Les appareils italiens maîtrisent l'espace aérien. Ils harcèlent leurs adversaires et larguent des bombes chimiques, malgré les dispositions du traité de Versailles qui avait dénoncé leur utilisation comme un crime contre l'humanité. En 6 mois, l'Abyssinie tombe aux mains des Italiens. L'empereur Haïlé Sélassié s'envole pour Londres. Son exil commence. Depuis Genève, la Société des Nations tente d'imposer des sanctions économiques qui n'ont que peu d'effet. L'agression contre l'Abyssinie a révélé 2 choses. D'abord, l'impuissance des États, incapables de garantir la paix de l'humanité. Ensuite, le manque de résolution de la France et de la Grande-Bretagne, 2 nations paralysées par la peur de la guerre. Ces 2 pays ont payé un lourd tribut au premier conflit mondial et leurs économies ne se sont pas véritablement rétablies. Ils connaissent l'un et l'autre d'importants mouvements sociaux. Grèves et manifestations se succèdent. Bien avant la dépression, les 2 pays souffraient déjà du chômage. La gestion et le contrôle de leurs empires coloniaux respectifs constituent une charge supplémentaire. D'autant qu'il faut, depuis 1919, administrer les territoires confisqués à l'Allemagne et à l'Empire ottoman. Enfin, et c'est sans doute la plus importante des raisons, Français et Britanniques ont été profondément marqués par l'horreur de la Grande Guerre. Les gouvernements qui se succèdent n'ont qu'une obsession, échapper à un nouvel affrontement armé. En dépit du traumatisme causé par le conflit, la Grande-Bretagne avait réussi à moderniser son armée de conscrits. Elle se hâta de la transformer en force de police dispersée à travers l'empire colonial. Lors de la Grande Dépression, toutes les tentatives de modernisation ou de réorganisation des troupes avaient été abandonnées. À l'aube d'une autre guerre, le pays est considérablement affaibli, économiquement et militairement.